Donc, bonsoir tout le monde. Sahar Mdankom. On va essayer de faire aujourd'hui le cours sur les échelles d'évaluation en oncologie médicale. Donc, je suis le docteur Melzi, je suis oncologue au niveau de service d'oncologie médicale du CAC de Blida. Alors, on va commencer par parler un petit peu de ce qu'est une évaluation en oncologie. Tout simplement, c'est un processus systématique. Donc, ça veut dire qu'il se fait d'une façon, on va dire, automatique, qui est structurée et contenue, qui permet d'analyser l'état du patient, d'un côté, l'évolution de sa maladie et l'efficacité des différents traitements. Cette évaluation repose sur des critères cliniques, biologiques ou des critères d'imagerie, ainsi que sur des échelles standardisées pour assurer une prise en charge optimale pour le malade. Quelles sont les étapes de cette évaluation en oncologie? D'abord, il faut identifier quels sont les paramètres à évaluer. Est-ce qu'on veut évaluer l'état général du malade? Est-ce qu'on veut évaluer l'extension de la tumeur? Est-ce qu'on veut évaluer la qualité de vie du patient, etc. Après avoir sélectionné ou choisi les paramètres à évaluer, on doit choisir les outils appropriés, les outils d'évaluation appropriés. Et on commence après par collecter les données, soit au cours d'une consultation d'un examen clinique ou au moment de la survie, le suivi plutôt. On va ensuite analyser et interpréter les résultats et prendre une décision sur la base de cette évaluation. Alors, quels sont les objectifs de cette évaluation en oncologie? Pourquoi on est obligé de faire ces différentes évaluations? Et surtout, pourquoi c'est automatisé et c'est standardisé? D'abord, c'est pour suivre l'évolution de la maladie et la réponse au traitement, pour détecter précocement d'éventuelles complications liées au traitement ou à l'évolution de la maladie, pour essayer d'optimiser la tolérance des différents traitements et surtout harmoniser les pratiques cliniques en utilisant des outils standardisés et faciliter la communication entre les professionnels de la santé. Donc, l'idée, c'est utiliser un langage, on va dire, standard, un langage commun que tout le monde peut comprendre lors des échanges. On va commencer par la première évaluation qui sera l'évaluation de l'état général du patient. C'est quoi un état général? C'est le niveau global du bien-être physique, fonctionnel et psychologique du patient. Cet état va refléter la capacité du patient à accomplir les activités quotidiennes et à tolérer, bien sûr, les traitements médicamenteux proposés. Alors, quel est l'intérêt de faire cette évaluation de l'état général? D'abord, pour apprécier donc l'état du malade et orienter la décision thérapeutique. Pour des patients avec un état altéré, on ne va pas pouvoir proposer les mêmes traitements que pour les patients en bon état général. Aussi, on peut prédire la tolérance au traitement. Les patients les plus altérés, les plus fragiles, sont plus susceptibles à faire des toxicités et des événements indésirables, des fois graves au traitement. Ainsi, on peut estimer le pronostic. Les patients les plus fragiles auront généralement un pronostic beaucoup plus sombre et déterminer l'éligibilité aux essais cliniques. Généralement, pour les essais cliniques, on inclut uniquement les patients en bon état général pour limiter ou diminuer la variabilité. Alors, quels sont les outils d'évaluation de l'état général? On va parler précisément de l'échelle de performance de l'ECOG, qui va évaluer ce qu'on appelle le statut de performance. Donc, elle évalue. Vous m'entendez? Ça va? Vous arrivez à suivre? Oui, docteur, on arrive à suivre. Parfait. Donc, cette échelle est utilisée pour évaluer l'état général et la capacité fonctionnelle des patients. L'intérêt majeur, c'est guider la prise en charge thérapeutique et prédire la tolérance. Cette échelle a pratiquement un score qui varie de 0 à 5. Donc, 0, c'est un patient qui n'est pas symptomatique, qui a une activité complètement normale. Un patient avec un PS
Un performance statut de 1, c'est un symptôme qui présente, c'est un patient qui présente quelques symptômes, mais qui a une activité quotidienne non altérée. Donc, c'est un malade qui peut assurer son travail, il peut assurer toutes ses tâches quotidiennes. Le PSA2, donc c'est un malade qui est confiné à la chaise ou au lit, ça veut dire qu'il est alité pendant, on va dire, une durée de moins de 50% de la journée. C'est un patient qui reste autonome, mais avec une autonomie qui est réduite, mais il peut, on va dire, il peut assurer ses tâches quotidiennes de base, comme faire sa toilette, faire sa prière, etc. Donc, un PSA3, c'est un malade qui est alité de plus de 50% de la journée et qui dépend d'une tierce personne. Le PS4, donc c'est un malade qui est complètement alité. Donc, il dépend totalement, même pour les petits déplacements, etc. Et le PS5, c'est un patient qui est décédé. Alors, quelle est l'implication de cette évaluation? Généralement, en oncologie, pour les patients qui présentent un PS entre 0 et 1, on peut proposer des traitements des fois agressifs sans problème. Les PSA2, généralement, proposent des traitements, mais avec des adaptations posologiques ou d'espacement d'intercure. Et pour les patients avec un PS entre 3 et 4, donc c'est les soins palliatifs, généralement, on ne peut pas, euh, pratiquement, on ne peut pas délivrer des traitements cytotoxiques. La deuxième évaluation concernant l'état du malade sera l'évaluation de l'état nutritionnel. Par définition, l'état nutritionnel, c'est l'équilibre entre les apports nutritionnels et les besoins métaboliques de l'organisme. Cet état nutritionnel est influencé par plusieurs facteurs et il influence également la santé, la tolérance et le pronostic des patients en oncologie. Alors, quels sont les axes de l'évaluation nutritionnelle? D'abord, on commence par le poids. Donc, c'est prendre le poids de malade et surtout la variabilité, plutôt la variation pondérale. C'est la notion de perte de poids qui peut être inférieure à, plutôt supérieure à 5% pendant une durée de un mois. Là, on peut parler d'une dénutrition. Il y a l'indice de masse corporelle IMC. On va parler d'une dénutrition lorsqu'on a une IMC inférieure à 18,5 grammes par mètre carré. On va évaluer également les apports alimentaires, donc une évaluation qui est quantitative et qualitative. On va voir si le malade a réduit sa consommation, ses apports, et est-ce que le patient prend suffisamment de protéines et suffisamment de matière énergétique. On peut également évaluer la masse musculaire. La diminution de cette masse musculaire est à l'origine de ce qu'on appelle une sarcopénie. Et on peut faire aussi des évaluations biologiques par le dosage d'albuminémie et de l'après-albuminémie et de la CRP. Quel est l'intérêt de cette évaluation nutritionnelle? D'abord, c'est le dépistage précoce de la dénutrition, l'optimisation de la prise en charge thérapeutique. On ne va pas traiter un patient dénutri ou un patient avec un statut nutritionnel correct de la même façon. Aussi, on va améliorer le pronostic et la qualité de vie par la prise en charge nutritionnelle efficace. Comment on va faire cette évaluation? L'outil le plus utilisé, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est égal au poids du patient en kilogrammes, divisé par la taille au carré en mètres. Et en fonction du résultat obtenu, on va catégoriser, on va définir la catégorie du malade. Si l'IMC est inférieur à 18,5, on va parler d'une dénutrition. Donc, c'est un malade qui aura besoin d'une prise en charge nutritionnelle proactive. Si l'IMC entre 18,5 et 24,9, on va dire que le patient présente une corpulence normale. Il n'y a aucune prise en charge qui ne sera proposée. Pour les malades avec un IMC entre 25 et 29,9, on parle d'un surpoids. On peut donner des conseils diététiques et lorsque euh, l'IMC est supérieur à 30, on va parler d'une obésité et là, on aura besoin de mettre en place un programme ou une prise en charge spécifique.
Alors, l'intérêt de cette... alors, on va parler plutôt de l'évaluation de l'extension tumorale. Donc, on va essayer d'estimer la charge tumorale globale du patient. L'intérêt de cette évaluation est d'établir d'abord le stade du cancer. Donc, est-ce qu'on est avec une maladie très débutante ou est-ce qu'on est dans un stade très avancé ou même parfois dépassé. Guider le traitement, on ne va pas traiter les malades avec un stade localisé de la même façon comme pour les patients métastatiques et aussi estimer le pronostic. On sait bien que le pronostic en cancérologie dépend fidèlement, étroitement du stade de la maladie et du degré de l'extension tumorale. On va parler un petit peu de ce qu'on appelle une histoire naturelle du cancer. Donc, nous avons une cellule qui cumule un certain nombre de mutations. Donc, cette cellule va se multiplier. Alors, on va essayer de... Voilà. Alors, j'ai un écho. Est-ce que vous pouvez désactiver votre microphone, s'il vous plaît? Parfait. Donc, nous avons une cellule qui cumule un certain nombre de mutations. Donc, cette cellule va se multiplier. Ça va définir un état d'hyperplasie, puis un état de dysplasie avec apparition de premiers signes de malignité. Donc, on parle d'un cancer in situ. Donc, c'est un cancer qui n'a pas encore franchi la lame basale. Ici, on a un cancer invasif qui commence à franchir et qui commence à envahir des vaisseaux sanguins avoisinants. Alors, l'envahissement de ces vaisseaux va être responsable de la dissémination des cellules cancéreuses dans toute la circulation et la survenue de ce qu'on appelle les métastases. Les métastases, c'est une localisation de cellules cancéreuses à distance du site primitif. Donc, afin d'estimer cette extension tumorale, on va utiliser une classification appelée la classification TNM. T, c'est pour tumeur en anglais, N, c'est pour ganglion ou nodes en anglais, et M pour les métastases. Donc, la classification TNM va permettre à la fin de créer ce qu'on appelle, de regrouper les différents stades de tumeur en quatre stades. Le stade 0, c'est un patient qui présente un carcinome in situ, c'est un carcinome non invasif qui n'a pas encore franchi la lame basale. Généralement, pour les stades 0, on utilise un traitement local exclusif. Pour les stades 1, c'est des tumeurs qui sont très localisées, généralement sans atteinte ganglionnaire. On utilise donc un traitement local de type chirurgie ou une radiothérapie exclusivement. Alors, pour les stades 2, c'est des tumeurs qui sont localisées parfois avec une atteinte ganglionnaire, mais cette atteinte n'est pas très, on va dire, n'est pas très étendue. Ces malades, généralement, sont éligibles à un traitement local d'emblée. On peut proposer la chirurgie ou la radiothérapie d'emblée. Pour les stades 3, c'est des tumeurs localement avancées. Donc, on peut donner l'exemple d'un cancer de l'estomac qui va infiltrer les organes de voisinage. Donc, il peut infiltrer le duodénum, il peut infiltrer donc le foie, il peut infiltrer le diaphragme. Donc, on parle d'une maladie localement avancée. Généralement, c'est des tumeurs chez qui on ne peut pas proposer une chirurgie d'emblée. La chirurgie sera ce qu'on appelle mutilante ou c'est une chirurgie qui ne va pas être complète. Et pour les stades 4, c'est les tumeurs avec des métastases à distance. Donc, comment on va réaliser cette classification TNM? En d'autres termes, cette classification TNM, elle va être faite sur la base de quels arguments? Généralement, c'est l'examen clinique, comme pour le cancer du sein, où on va examiner le sein de la patiente pour estimer la taille tumorale. On va faire un examen clinique aussi pour les aires ganglionnaires pour essayer d'estimer la présence et la taille ainsi que la mobilité des ganglions. On peut s'aider d'examens morphologiques d'imagerie comme le scanner, l'IRM ou l'échographie pour
neuroprofondes comme celle du pancréas ou pour les tumeurs cérébrales. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle une imagerie fonctionnelle telle que le TEP scanner ou la scintigraphie osseuse à la recherche de sites métastatiques un petit peu particuliers. Des examens biologiques comme les marqueurs tumoraux donc, peuvent donner une idée sur l'extension tumorale, surtout pour les cancers comme ceux de la prostate. Et aussi, on peut utiliser des examens endoscopiques pour l'exploration des organes creux, donc comme la coloscopie, la bronchoscopie pour le cancer du poumon et donc les endoscopies pour les cancers gastriques, le cancer de l'œsophage et le cancer du pancréas. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de classification TNM. On peut parler de la classification TNM clinique. Donc, c'est une classification qui se fait à la base d'arguments cliniques ou radiologiques. Ça veut dire l'examen clinique, l'imagerie ou même sur les examens biologiques. Il y a aussi la classification PTNM, Pathologic TNM. Donc, c'est une classification qui se fait sur la base de l'analyse anatomo-histopathologique après résection chirurgicale. Donc, on va essayer d'estimer la taille de la tumeur sous le microscope et la présence ou non d'une infiltration ganglionnaire, donc toujours sous le microscope. Il y a aussi ce qu'on appelle une classification YTNM, donc c'est une classification qui est faite après avoir traité le malade. Je donne l'exemple d'une patiente avec un cancer du sein en classe initialement T3, N1, N0. Donc, on traite cette patiente avec une chimiothérapie et après les 8 cycles de chimiothérapie, on va refaire un examen clinique et on va voir que la tumeur est passée, on va dire, de 6 centimètres à 3 centimètres. Donc, on n'est plus dans le T3, mais plutôt dans le YT2. Et pour le N, on va voir que, que le ganglion axillaire déjà présent chez la patiente a disparu. Donc, on parle de YN0. Alors, la classification RTNM est réservée pour ce qu'on appelle les tumeurs récidivantes. C'est chez les patients déjà traités et qui présentent une récidive sur le même territoire. Je donne l'exemple des cancers du larynx après un traitement par une radiothérapie. Et dernièrement, on a ce qu'on appelle la classification ATNM. Donc, c'est une classification pratiquement réservée dans le domaine, plutôt au domaine de la recherche. Donc, c'est une classification faite sur la base d'arguments autopsiques. Donc, on va disséquer les cadavres des patients pour voir est-ce qu'ils présentent ou pas une maladie cancéreuse et quelle est son extension. Alors, cette classification TNM va permettre de déterminer le stade du cancer. Est-ce qu'on est devant une maladie localisée, localement avancée et métastatique? Et conditionner le choix du traitement. Hein. Est-ce qu'on va proposer une chimiothérapie seule, plutôt une chirurgie seule, une chimiothérapie avec une chirurgie avant, après, c'est à discuter. Est-ce qu'on doit plutôt proposer une radiothérapie? Est-ce qu'on doit proposer des thérapies ciblées ou des traitements réservé pour les stades métastatiques. Et aussi, cette classification va donner sur, une idée plutôt sur le pronostic et la survie. On sait bien que les patients métastatiques ont une survie mauvaise par rapport aux patients non métastatiques et pour les maladies localisées. Une autre classification qui est plutôt une autre évaluation qui est l'évaluation de la tolérance au traitement. Donc, par définition, la tolérance est la capacité d'un patient à supporter un traitement antinéoplasique qui peut être une chimiothérapie, une radiothérapie, une thérapie ciblée, une immunothérapie ou autre, sans présenter des effets indésirables graves qui vont compromettre la poursuite de la prise en charge. Les paramètres qu'on utilise pour l'évaluation de cette tolérance, c'est ce qu'on appelle une tolérance clinique. Ce sont les effets secondaires ressentis par le patient, tels que la fatigue, la douleur, les nausées, etc. Et on a aussi ce qu'on appelle une tolérance biologique. Ça se fait
par la surveillance de paramètres sanguins tels que l'hémogramme. Les patients sous chimiothérapie ont plus tendance à baisser leur hémoglobine et à baisser leurs plaquettes et leurs globules blancs. Donc, on parle d'anémie, de neutropénie et de thrombopénie. On va évaluer aussi la fonction hépatique. Est-ce que le patient présente une toxicité hépatique, une cytolyse? Et aussi, est-ce que le patient présente une insuffisance rénale secondaire au traitement par la surveillance de la fonction rénale? Il y a aussi ce qu'on appelle une tolérance fonctionnelle, c'est le maintien plutôt du statut de performance et la préservation des fonctions essentielles telles que la fonction cardiaque, la fonction hépatique et la fonction rénale. Quels sont les objectifs de cette évaluation de la tolérance? L'objectif principal, c'est maintenir une efficacité thérapeutique tout en limitant la toxicité. Aussi améliorer la qualité de vie du patient. Donc, il n'est pas très intéressant de proposer des traitements qui vont nuire à la santé générale et à la qualité de vie du malade et aussi permettre une adaptation personnalisée du traitement. Généralement, on peut réduire un petit peu les doses des médicaments en fonction de la tolérance. Donc, si j'ai un patient qui présente beaucoup de neutropénie ou beaucoup de thrombopénie, on peut faire des réductions de 25%, de 50% ou des fois même plus des doses des traitements comme on peut espacer le temps entre les cures. Alors, comment on va faire cette évaluation? On va utiliser ce qu'on appelle la CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events. C'est un système de classification standardisé qui est développé par le National Cancer Institute des États-Unis pour évaluer la sévérité des effets indésirables liés au traitement anti-néoplasique. Donc, cette classification définit cinq groupes de toxicité. Donc, on a ce qu'on appelle un grade 1 qui est une toxicité qui ne menace pas le pronostic vital et ou fonctionnel, qui ne nécessite pas de prise en charge symptomatique. Le grade 2, c'est une toxicité qui ne menace toujours pas le pronostic vital, mais qui nécessite une prise en charge symptomatique. Le stade 3 et 4, c'est des stades qui vont menacer le pronostic vital. Le stade 3, pendant le stade 3 plutôt, nous avons une menace qui n'est pas dans l'immédiat par rapport au stade 4 qui présente une menace du pronostic vital ou fonctionnel immédiatement. Le grade 5, c'est un décès qui est en rapport avec l'événement indésirable en question. Alors, quelles sont les implications de l'évaluation de la tolérance? D'abord, c'est les ajustements de dose. En évaluant la tolérance, on peut détecter la présence, la survenue plutôt d'événements indésirables. Donc, on va réduire soit les doses des traitements, soit faire un espacement des cures. On peut même modifier des protocoles thérapeutiques, comme changer vers des molécules qui sont un peu plus tolérées. On peut aussi faire du support thérapeutique, prescrire des médicaments pour soulager en fonction de la gravité de cette toxicité. On peut donner des antiémétiques, des antidiarrhéiques. On peut prescrire des facteurs de croissance pour un petit peu aider la régénération des éléments sanguins ou même proposer des transfusions en cas d'anémie sévère qui nécessite une correction rapide ou on peut aller même à arrêter temporairement ou définitivement un traitement qui présente une toxicité sévère. Pardon. Alors, l'autre évaluation est l'évaluation de la réponse au traitement. Donc, nous avons un patient qui présente un cancer, on doit le traiter. On va donner un traitement par un traitement cytotoxique qui présente une toxicité, mais on doit également évaluer son efficacité. Donc, cette évaluation permet de mesurer d'une façon objective l'efficacité d'une thérapie anticancéreuse et d'adapter la prise en charge en fonction de la réponse. Cette évaluation repose sur des critères cliniques, biologiques et des critères d'imagerie.
Alors, l'objectif de cette évaluation est la vérification de l'efficacité du traitement, d'identifier une progression précoce qui va faire gagner du temps précieux pour le patient et ajuster la stratégie thérapeutique en fonction. Donc, on peut soit poursuivre en fonction de l'évaluation si on a de bons résultats, soit on peut modifier ou arrêter même le traitement. Alors, le système qu'on va utiliser pour l'évaluation de la réponse au traitement est le système RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. On est à la version 1.1, donc qui est une méthode standardisée d'évaluation de la réponse tumorale en utilisant de l'imagerie. Donc, ce système permet de mesurer l'efficacité des traitements thymoplasiques en suivant l'évolution des lésions tumorales. En pratique, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va identifier ce qu'on appelle des lésions cibles. Les lésions cibles sont les lésions qu'on va suivre à chaque fois. Je donne l'exemple d'un cancer du sein avec une tumeur de 5 cm, une adénopathie axillaire de 2 cm et une métastase hépatique de 2 cm. Donc, mes lésions cibles seront ces trois. Donc, je dois mentionner dans mon dossier que j'ai choisi comme lésion cible la lésion, le nodule mammaire qui mesure 5 cm, l'adénopathie axillaire qui mesure 2 cm et le nodule hépatique qui mesure 2 cm. Alors, on va faire la mesure des tailles et on va faire ce qu'on appelle le calcul de la somme. On va calculer la somme. Donc, pour notre exemple, nous avons 5 cm plus 2 cm plus 2 cm. Ça va faire 9 cm. Classiquement, l'évaluation se fait en imagerie. Moi, je donne l'exemple d'un cancer avec une évaluation clinique, mais le récit est applicable surtout en imagerie. On doit choisir un examen, on va dire, efficace tel que le scanner ou l'IRM. Donc, après avoir identifié les lésions cibles, donc, euh, nous allons les mesurer et calculer la somme des diamètres et faire le suivi en imagerie. Alors, le résultat de cette évaluation va faire partie d'une de trois catégories. D'accord. Ok, je vais essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. De toute façon, je suis en train d'enregistrer la présentation, donc je vais vous donner le lien après et comme ça, vous pouvez donc la réviser tranquillement. Alors, l'évaluation va permettre de définir quatre catégories de réponses. Nous avons ce qu'on appelle une réponse complète. C'est une disparition totale de toutes les lésions cibles et non cibles. Ça veut dire que le patient ne présente plus de maladie cancéreuse. Il y a disparition de toute la maladie. Alors, une réponse partielle, c'est un malade qui garde toujours des lésions et avec une diminution de 30% des diamètres des lésions cibles. Une maladie stable, c'est une maladie qui n'est plus la réponse partielle et pas la progression. Donc, ça veut dire que c'est une maladie qui a diminué mais moins de 30% et qui a augmenté mais moins de 20%. Et une progression de la maladie, c'est une augmentation de la somme des diamètres qu'on vient de calculer qui dépasse 20% ou bien apparition de nouvelles lésions qui n'existaient pas. Alors, quel est l'intérêt de cette évaluation? D'abord, si nous avons une réponse complète ou partielle, on va continuer le même traitement qu'on a. Donc, si on a une maladie stable, on va proposer des surveillances rapprochées pour éventuellement détecter une éventuelle, on va dire, progression. Et en cas de progression tumorale, on va changer la stratégie thérapeutique. Il nous reste l'évaluation de la douleur. Donc, l'évaluation de la douleur est essentielle en oncologie pour adapter la prise en charge et améliorer la qualité de vie des patients. Cette évaluation repose sur des outils standardisés permettant de quantifier l'intensité et l'impact de la douleur. Quels sont les objectifs de cette évaluation? D'abord, c'est quantifier l'intensité de la douleur et garder un point de référence pour le suivi de l'efficacité de traitement pour après, évaluer le retentissement de la qualité de la douleur plutôt sur la qualité de vie et adapter la prise en charge thérapeutique du patient,
Aussi, surveiller l'évolution de la douleur. Il y a plusieurs... D'accord. Oui, نعم, نعم. Quelqu'un veut intervenir? Bon, je continue. Alors, l'évaluation, il existe plusieurs outils qu'on peut utiliser pour évaluer la douleur. Donc, il y a ce qu'on appelle l'échelle numérique. Donc, c'est une échelle où c'est une technique où on demande au patient d'évaluer sa douleur entre 0 et 10. 0, c'est l'absence de la douleur et 10, c'est la douleur maximale imaginable. Donc, si la réponse varie, bon, 0, c'est il n'y a pas de douleur certainement. Si le patient répond entre 1 et 3, ça veut dire qu'il a une douleur un petit peu légère. Entre 4 et 6, c'est une douleur modérée et supérieure à 7, il s'agit d'une douleur sévère. Il y a ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique ou l'EVA. Donc, il s'agit d'une réglette de 10 cm qui présente deux faces, face patient et face examinateur. Donc, le patient a un curseur qu'il va déplacer sur une réglette entre pas de douleur ou douleur maximum imaginable. Et sur la face examinateur, donc il y a une numérotation des chiffres correspondants pour estimer l'intensité de cette douleur et son interprétation rejoint celle de l'échelle numérique. Une autre méthode qui est la méthode la plus simple, qui ne nécessite donc aucun support, qui est la verbale simple. On va demander au patient de dire est-ce qu'il a une douleur, est-ce qu'il n'y a pas de douleur, sa douleur est légère, modérée, sévère, ou est-ce qu'il a une douleur insupportable. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'échelle des visages. Donc, c'est une échelle qui est utilisée surtout en pédiatrie et parfois en gériatrie avec les sujets âgés. Donc, où nous avons six visages qui vont de 0, absence de la douleur. Donc, c'est un visage souriant avec jusqu'au 10, où on a un visage qui pleure, qui, on va dire, symbolise la douleur maximale. Alors, la dernière évaluation qu'on a, c'est l'évaluation de la qualité de vie. Donc, c'est une évaluation essentielle en cancérologie car elle permet d'apprécier l'impact de la maladie et des traitements sur le bien-être global des patients. Alors, la qualité de vie liée à la santé correspond à la perception d'un patient de son bien-être physique, psychologique et social sous l'influence de la maladie ou de son traitement. Alors, la difficulté pour l'évaluation de la qualité de vie, c'est qu'il s'agit d'une évaluation, on va dire, purement subjective. Donc, on va essayer d'évaluer l'expérience du patient. Donc, cette évaluation prend en considération plusieurs dimensions. Il y a la dimension physique. On va essayer d'évaluer la fatigue, la douleur, la tolérance au traitement. L'évaluation psychologique, on va essayer de voir notre patient, est-ce qu'il présente une anxiété, une dépression, est-ce qu'il présente un stress, est-ce que sa vie est stressée. Une évaluation sociale pour voir les relations familiales et professionnelles du patient, l'impact de la maladie et l'impact des traitements donc sur ces relations, et une évaluation fonctionnelle de l'autonomie et sur les activités quotidiennes. Alors, pourquoi faire cette évaluation? Cette évaluation permet d'ajuster les traitements oncologiques en fonction de la tolérance et le bien-être global du patient et d'améliorer la prise en charge des symptômes, de favoriser une approche personnalisée et multidisciplinaire et évaluer l'efficacité des soins pour surtout donc, les soins psychologiques de dénutrition et de rééducation et optimiser la communication avec le patient. Alors, il existe plusieurs outils qu'on peut utiliser. Nous avons le questionnaire EORTC, le QLQC30, c'est le plus utilisé. On a aussi la série des facts ou on a aussi le SF36. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Tout le monde a compris? Parfait. Alors, je vais partager le lien de la vidéo avec votre délégué, comme ça vous pouvez réviser.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Très bien. Alors, Merci, docteur. ça va. Ça va, على خير. Merci, docteur. صحة فطورك. الله يسلمك.